Voilà, on va revenir sur ce théorème de la base incomplète, d'accord, qui a besoin de rafraîchissement pour pouvoir être généralisé. Regardez, on prend donc lambda, un sous-groupe de Zn, des UI dans lambda, de 1 à k et U1 jusqu'à UK. On a vu que si U1 jusqu'à UK se complètent en une Z base de lambda, alors les UI sont non divisibles. Je rappelle que non divisible, ça veut dire que dans lambda, ça veut dire que si on trouve un TI VI qui est égal à UI, avec VI dans lambda et TI dans Z, c'est que forcément TI est égal à plus ou moins 1, d'accord. Bien, on a vu que pour K égale 1, d'accord, si on a un seul élément, alors on a la réciproque. Donc U1 non divisible dans lambda, alors U1 va se compléter en une Z base. Mais pour K supérieur à 2, il se trouve que la réciproque est fausse. Maintenant, on a un outil pour voir si ça se complète en une base. Et regardez le contre-exemple. On va prendre deux éléments, 1, 1 et moins 1, 1. Bon, on va mettre un 0 pour le côté complète, parce que voilà. Ils sont non divisibles l'un et l'autre, mais dans Z3, ils ne se complètent pas en une base, parce que si je mets x, y, z ici, eh bien, avec x, y, z entier, donc je regarde une z base de Z3, eh bien, je vois bien que le déterminant, ici, ça va faire 2z. Un petit calcul facile va me montrer que ça fait 2z, et 2z, ça fera jamais plus ou moins 1. Donc du coup, ces trois vecteurs ne formeront jamais une base. Or, il faut trois vecteurs exactement pour former une base de Z3, ça on l'a vu, donc c'est pas possible. On aurait pu aussi le faire dans Z2 et puis dire que ça se complète pas en une base, juste un 1 et moins un 1. Mais disons que là, c'est peut-être un petit peu plus spectaculaire dans le sens ne se complète pas vraiment. Voilà. Donc il va falloir trouver une autre façon de le dire pour k égale 1 pour que cela se généralise. Là, le côté non divisible, ça ne marche pas, c'est un peu naïf. Donc on va le dire autrement. Alors pour faire cette généralisation, on va avoir besoin d'une définition. On va parler de groupe sans torsion. Donc on va prendre un groupe G. Là, exceptionnellement, on va le noter multiplicativement. Il va être dit sans torsion si, quand x puissance k est égal à E, avec bien sûr k différent de 0, et x dans G, bien sûr, alors x forcément est égal à E. Donc, voilà, il n'y a pas de torsion, on peut pas, torsion dans le sens, on peut pas, quand on prend les puissances de x comme ça, revenir, c'est l'image de cette torsion, on revient sur l'élément neutre. Donc par exemple, z, il est sans torsion, Zn est sans torsion, par exemple, vous prenez x dans Zn, alors attention, là, Zn, il est noté additivement, donc la torsion, il va falloir prendre kx, ça devient kx égale 0, le n-uplet 0, c'est ça qu'il faut comprendre, et comme k est différent de 0, ça fait évidemment x égale 0. Donc Zn est sans torsion, Z évidemment est sans torsion, E est sans torsion, évidemment, puisqu'il n'y a que E, donc on peut imaginer qu'il est sans torsion. D'accord? Voilà. Et regardons ce que ça donne déjà pour Z. Les bases de Z, vous vous rappelez, c'est 1 et moins 1. C'est les seuls. Et regardez le rapport qu'il peut y avoir avec la notion de torsion. Z sur AZ, il est sans torsion quand pour A égale 0, évidemment, parce que là, pour A égale 0, ça fait Z. Pour A égale 1, parce que ça fait 0, c'est trivial. Pour A égale moins 1 aussi, c'est trivial. Mais si vous regardez Z sur 2Z, vous allez avoir un élément de torsion. Vous allez avoir 1 qui va avoir une 2 torsion ici. D'accord? Et à chaque fois que vous prenez A différent de 1, 0 et moins 1, vous allez voir que vous aurez le générateur 1 qui va évidemment avoir de la torsion. Déjà, ça a éliminé pas mal de choses. Mais il y a encore 0. Donc on va rajouter libre. Si A est libre et Z sur AZ est sans torsion, alors on est bien tombé sur un N-1 et on a une base. Donc en fait, ça commence à être un bon outil
qui va se généraliser, cette notion de torsion plutôt que de divisibilité où ça marche pas. Voilà. Donc maintenant, voilà la proposition. Soit lambda un sous-groupe de ZL, U dans lambda, non nul, c'est-à-dire libre, en fait c'est comme ça que ça va se généraliser, c'est d'être libre. D'accord? Alors, les propositions, les conditions suivantes sont équivalentes. U est non divisible dans lambda, U se complète en une base de lambda, et lambda sur U est sans torsion. Alors, on a vu que 1 et 2 étaient équivalentes. On va montrer que 2 implique 3, et ensuite on va montrer que 3 implique 1. Comme ça, on aura des équivalences partout. Allons-y. 2 implique 3. Donc on va dire U égale U1, hein, d'accord? Ce sera plus harmonieux pour la suite. Alors, donc U1 va se compléter en une base de lambda. Donc on va avoir cette base U1, U2 jusqu'à UK, une base de lambda. Très bien. Maintenant, j'affirme que lambda prime, qui est égal au sous-groupe engendré par U2, UK, donc bien sûr, comme il est engendré par U2, UK, il a pour Z base U2, UK, et comme il a pour Z base U2, UK, puisque c'est une partie libre, hein, forcément, et génératrice de lambda prime, c'est une Z base, et ben, donc il est isomorphe à Z puissance K-1. Okay, donc, ce sous-groupe, j'affirme qu'il est isomorphe au quotient lambda sur U. Donc, je vais exhiber l'isomorphisme. Bah, c'est juste X donne X bar. C'est-à-dire, si on veut, la restriction de la surjection canonique, hein, qui normalement est de lambda vers lambda sur U, sa restriction à lambda prime. D'accord ? Donc X, c'est juste donne X bar. Alors, pourquoi c'est un isomorphisme là? Bah parce que le noyau, qu'est-ce que c'est que le noyau? Bah, ça va être, bon, ici c'est U1, hein, vous avez compris. Le noyau, bah, c'est l'intersection, comme c'est une restriction, c'est l'intersection du noyau de la surjection canonique avec lambda prime. Donc là, le noyau de la surjection canonique, c'est U1, donc c'est U1 inter lambda prime ici. Mais là, comme ici on a une partie libre, ben forcément, ça c'est 0. D'accord? Donc le noyau, c'est 0. Et l'image, ben, j'affirme que l'image, c'est lambda sur U1. Ben, c'est parce que si on part d'un élément ici de lambda sur U1, il est de la forme x bar avec x dans lambda. Mais x dans lambda, comme on a une partie génératrice, il s'écrit sous la forme x1u1 plus x2u2, etc., plus xk. Comme c'est un bar, bon bah maintenant je vais pouvoir mettre des barres, distribuer mes barres, et ici c'est 0, puisque on est dans le quotient. Et donc j'ai ça, et donc je peux le relever en un élément de lambda prime, c'est cet élément-là. Voilà. Donc j'ai gagné, hein, d'accord? U se complète en une base, bah, lambda sur U est sans torsion, puisque lambda sur U1 est isomorphe à lambda prime, et lambda prime, c'est zk-1, d'accord? C'est isomorphe à zk-1, donc lui est isomorphe à un groupe qui est sans torsion, donc il est lui-même sans torsion. C'est évidemment, la notion d'être sans torsion est un invariant par isomorphisme. Hein, voilà. Maintenant, on va attaquer 3 implique 1. Alors, montrons que 3 entraîne 1. Et ce sera fini, hein, parce qu'on avait vu que ça, c'était équivalent. Alors, on suppose que lambda sur U est sans torsion, et il faut montrer que U est non divisible dans lambda. Bon. Donc, on prend V dans lambda. On suppose que T fois V est égal à U, avec T dans Z. Et il va falloir montrer que T est égal à 1 ou moins 1. Comme ça, on aura que U est non divisible dans lambda. Donc, allons-y. Alors, maintenant, on prend T, V, le tout bar, dans lambda sur U. Donc, on regarde
dans le quotient, hein, l'image par le morphisme canonique, et ben ici on va avoir forcément U bar, et U bar là-dedans, forcément c'est 0, hein, c'est fait pour ça, hein, c'est un quotient T, c'est tué. Hein. Voilà, donc rendre nul quoi, en quelque sorte. Donc ici vous avez T V bar égale 0, d'accord? Donc maintenant, T, on a dit qu'il était différent de 0, hein, sinon U serait égal à 0. Donc, maintenant, comme lambda sur U est sans torsion, on est dans lambda sur U, il n'y a pas de torsion, donc on peut éliminer le T par définition d'être sans torsion. Ça veut dire que V bar est égal à 0 bar. Puisque V bar est égal à 0 bar, ça veut dire que V est là-dedans, dans ce sous-groupe. Donc ça veut dire qu'il est de la forme SU pour un S entier. D'accord? Donc V est égal à SU. Maintenant, je reprends cette égalité et j'écris V égale SU dans cette égalité. Ça fait TSU égale U. Mais je rappelle encore une fois que U est différent de 0. Donc maintenant, comme on est dans Zn, TSU est égal à U. Ça implique que TS est égal à 1. Hein, puisque on peut regarder ça sur chaque coordonnée, en tout cas pour les coordonnées non nulles de U, et bien ça marche. Donc ça fait TS égale 1, donc avec TS entier, donc ça fait T égale plus ou moins 1, et on a montré que U était dit. Voilà, on va voir ce théorème de la base incomplète, cette fois-ci dans Zn, d'accord? Et finalement, le théorème de la base incomplète va nous dire qu'un sous-groupe possède ou non un supplémentaire dans Zn. On va le dire comme ça, soit lambda un sous-groupe de Zn, on choisit une base U1, UK de lambda. Alors U1, UK se complète en une base de Zn, si et seulement si le groupe quotient Zn sur lambda, évidemment, hein, il y a une structure de groupe, on en abélien, hein, Zn sur lambda est sans torsion. Voilà. Et donc, ça revient à dire que lambda possède un supplémentaire. Voilà, hein, donc il faut partir, alors ça peut se dire aussi comme ça, hein, on prend une partie libre, quelconque, on oublie lambda, hein, on prend une partie libre quelconque, elle se complète en une base, si et seulement si Zn quotienté par le sous-groupe engendré par cette partie libre est sans torsion. Voilà, bon, on ne le démontrera pas, hein, voilà, mais au moins c'est dit, hein, pour avoir une petite idée de comment les choses se généralisent. Donc maintenant, et si il y a de la torsion? Ah. Tiens. Alors là, on a un théorème pour ça qui s'appelle le théorème de la base adaptée, qu'on ne démontrera pas, et qui dit que si lambda est un sous-groupe de Zn, alors on peut trouver une base, mais de Zn, d'accord, E1 jusqu'à En, forcément, il y en a n, et des éléments qu'on va appeler AI, hein, des éléments de Z, tels que A1E1 jusqu'à ANEN engendrent lambda. Alors, évidemment, il va y en avoir, si lambda est de rang K, ou de dimension, entre parenthèses K, et ben, il va y en avoir n-K qui vont être nuls là-dedans. Et la base ici, qu'on appelle la base adaptée, n'est pas unique. En revanche, il y a une petite condition de divisibilité, pour ceux qui connaissent par exemple le théorème de structure, hein, vous voyez que ça ressemble beaucoup, une condition de divisibilité qui va vous donner une unicité des AI qui vont devenir ce qu'on appelle les facteurs invariants. Vous voyez que si n égale 1, les sous-groupes, on retrouve le A1, E1, d'accord? Donc la seule base possible de Z, c'est 1, d'accord? Moins 1, c'est pareil, 1. Et donc on va avoir juste A fois 1. Donc on retrouve que Z est principal comme anneau. Et en fait, le théorème de la base adaptée, son plus grand champ où elle est vraie, hein, c'est quand on prend ce qu'on appelle des modules sur les anneaux principaux. Hein. D'ailleurs, vous voyez que ça ne peut pas aller plus loin, hein, puisque là, ça impose que Z est principal. Voilà. Et du coup, comme anneau principal, qu'est-ce qu'on a? K de X. Et en fait, les K de X modules de type fini, on peut les voir
en lien avec la réduction. Et là, on trouve ce qu'on appelle les polynômes invariants de similitude, dont on a déjà parlé dans une autre situation. Voilà, ça c'est des choses très très jolies, mais on restera juste sur la berge et on regardera passer tout ça de loin, hein, pour l'instant. Et vlan. Madame la Présidente, je vous remercie.